Comment va se reconstruire le monde sous forme de rapports bilatéraux entre des régions continentales et des zones de libre-échange locales ayant des modèles sociaux similaires, peut-être pas homogènes, puisque le mot était employé tout à l'heure, mais en tout cas semblables, avec lesquels la concurrence est acceptable. Je veux bien accepter l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le marché commun. M. Chirac s'était échauffé dans sa jeunesse. Il était chez leader d'une opposition à l'époque, à François Mitterrand, disait la concurrence sera déloyale. Mais en l'espace de quelques années, la solidarité que nous devons à nos voisins espagnols et portugais, le fait que finalement les niveaux de salaire ont commencé à grimper, que entre à l'époque on était une dizaine, lorsque l'Espagne et le Portugal sont entrés dans l'Union, enfin la communauté, finalement l'homogénéité s'est construite par le voisinage. Donc cela était acceptable. Mais comment faire accepter qu'on soit en concurrence avec des modèles sociaux asiatiques qui ne correspondent nullement à notre histoire, notre géographie, nos goûts, nos choix, notre mode de vie. Donc là, il y a là une impossibilité. C'est pourquoi je souhaite la fin de l'Organisation mondiale du commerce. Il faudra trouver un travail à M. Lamy. Je souhaite qu'il ne vienne pas trop braconner dans une éventuelle victoire de la gauche. Car ces erreurs nous ont coûté cher. Et surtout son idéologie excessive. Voilà. Mais vous voyez bien que la fin de l'Organisation mondiale du commerce n'est pas l'anarchie. Elle doit être construite sur des rapports bilatéraux entre des zones commerciales relativement homogènes. Et nous pourrons construire, je crois, un peu moins de désolation pour nos peuples et protéger nos populations. Et finalement, c'est le sens de la démondialisation, c'est de rapprocher le lieu de production du lieu de consommation et de mettre en rapport les niveaux de salaire, le pouvoir d'achat distribué et le système productif, et donc de ne plus être dans des déséquilibres extrêmement préoccupants qui a conduit finalement la Chine à faire son shopping sur nos technologies, nos brevets, nos marchés, nos entreprises, et prendre possession du Pirée, de la Grèce, bientôt de l'Italie. La Toscane sera-t-elle chinoise? Volvo est chinoise. Ah, bientôt, allons-nous finalement, comme le signalait. Comment? Marionneau. Ce ne sont encore que des parfums. Nous gardons encore nos porcs. Mais vous voyez bien que cette question n'est pas mince. J'aime beaucoup lorsque Jean-Michel Quatrepoint, dans son très beau dernier livre qui s'appelle « Mourir pour le yuan », point d'interrogation, il cite cette phrase d'Adam Smith, je crois que c'est Adam Smith, il dit « Il y a deux manières de prendre possession d'un pays, par l'épée ou par la dette. » Eh bien, nous y sommes. Donc protégeons-nous contre la dette, les propositions ont été faites, et évitons que des pays, par des excédents que nous leur avons indûment donnés, prennent possession de notre pays par nos dettes et par l'épée, c'est-à-dire en se réarmant. Il faut lire les minutes des discussions au sein du congrès du Parti communiste chinois, qui d'ailleurs est jumelé, je vous le dis, avec un accord politique avec l'UMP en France. C'est assez curieux, mais vous comprenez pourquoi, parce que le Parti communiste chinois est un ultra-capitalisme qui a reconstitué un système économique digne de l'esclavage dans les plantations du sud des États-Unis au XIXe siècle. C'est-à-dire faisant travailler gratuitement les gens, dégageant des excédents. Et il est incroyable qu'on s'attache à la question du Dalai Lama. On pourrait s'intéresser quand même à la profondeur du déséquilibre existant entre nos deux continents. Et ce que nous devons produire. Et il est encore plus incroyable que nous ayons des dirigeants politiques qui aillent, comme autrefois certains allaient à Washington ou à Moscou, fassent le voyage à Pékin pour aller embrasser les babouches. Voilà. L'emploi passe d'abord par l'implantation des entreprises, dit-il. Quel est votre plan pour attirer les entreprises en France? Ou peut-être déjà pour les empêcher de délocaliser? D'abord, nous pensons que la question des transports est un sujet hautement stratégique. Plus vous réduirez le lieu entre la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation, plus finalement vous aurez évité des délocalisations et vous aurez organisé l'incitation à la relocalisation. Donc c'est d'abord la taxation, la surtaxation des transports longue distance. Croyez-vous qu'il soit de bonne loi de faire produire l'essentiel de ce que nous consommons à 10 000 km
d'ici. Ça n'a aucun sens. Consommer des produits agricoles qui viennent de l'autre côté de la planète. D'ailleurs, fabriqués dans des conditions sanitaires invérifiables et parfois même déloyales. Pouvons-nous continuer à accepter le dumping social, environnemental, monétaire d'un certain nombre de régions du monde qui, au lieu d'organiser la solvabilité de leur propre marché intérieur, payent au lance-pierre leurs salariés, les empêchent de se syndiquer, de revendiquer des niveaux de salaire plus élevés, d'avoir la démocratie pour pouvoir les esclavagiser et finalement, nous prendre nos emplois. C'est finalement tirer toute la planète vers le bas. Vous ne développez pas les pays pauvres, mais vous sous-développez les pays riches. Est-ce que, franchement, la mondialisation est du gagnant-gagnant? Pour moi, c'est du perdant-perdant. Mais est-ce qu'une nouvelle taxation ou continuer dans la taxation, ça ne va pas justement décourager certaines entreprises de venir s'installer sur le territoire? Au contraire, elles trouveront en Europe et dans la zone Europe la protection contre une concurrence déloyale. C'est ce que, d'ailleurs, finalement, c'est la stratégie de la taxe carbone extérieure et aux frontières européennes, que je soutiens, qui a pour objectif, finalement, d'amener des entreprises à venir se protéger contre la concurrence déloyale sur le plan environnemental, par exemple. Est-ce que le mot protectionniste vous conviendrait? Non, c'est un mot excessif. Nous ne sommes pas protectionnistes. Nous pensons simplement que le modèle social européen, qui a comme caractéristique d'avoir un haut niveau de protection sociale, retraite, santé, chômage, famille, et bientôt dépendance. Ça fera 5 risques qui sont assurés quand même. Un haut niveau de service public, parce que l'histoire s'est construite ainsi. Un haut niveau de dépenses militaires ne peut pas souffrir la concurrence de territoires qui organisent le dumping. Et ce n'est pas un problème français, c'est un problème européen. Donc, il faut assumer l'idée que peu à peu, le commerce mondial se replie sur des zones continentales. Donc vous êtes un protectionniste européen, en quelque sorte. Je dirais que je suis un défenseur de notre mode de vie. Je n'ai pas l'intention de me transformer ni en chinois, ni en coréen. Et que la manière dont les Chinois vivent, c'est leur liberté, leur souveraineté. Mais si on leur demande leur avis, d'ailleurs je ne suis pas certain qu'ils soient tout à fait d'accord, or on ne leur demande pas leur avis. Ce sont des pays à orientation dictatoriale. Je pense que notre choix n'est pas d'appauvrir toujours finalement ceux qui travaillent et d'enrichir toujours ceux qui attendent les plus-values du capital. Vous défendez donc vous aussi l'identité française ou l'identité européenne? Je défends notre mode de vie parce qu'il est menacé contre une concurrence déloyale.